Merci, Monsieur Bourdoulex. La parole est maintenant Monsieur Paul Molac pour le groupe Écolo pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous ne pouvons tout d'abord que déplorer le vote du Sénat et l'attitude de l'opposition qui ont tenté de vider de leur sens ou de bloquer deux textes importants pour l'indépendance de notre système judiciaire, celui sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et celui qui est aujourd'hui en discussion, dont la principale mesure vise à interdire les instructions individuelles de la chancellerie aux magistrats du parquet. Et pourtant, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture répond à une exigence fondamentale de notre démocratie. Vous connaissez notre attachement à la plus large indépendance du système judiciaire et à celle des juges, de tous les juges, ceux du parquet comme les autres. Ils doivent dépendre, bien sûr, des lois, mais certainement pas du pouvoir politique. C'est là toute l'importance de ce projet de loi qui vise à empêcher toute ingérence de l'exécutif dans le déroulement des procédures judiciaires et notamment des procédures pénales. L'enjeu est important. Nous avons tout intérêt à lever les soupçons de nos concitoyens sur les liens, parfois incestueux dans le passé, entre le pouvoir politique et l'autorité judiciaire. Le lien de confiance s'est fissuré entre la justice et les citoyens au fil des chroniques judiciaires, au point que la cote de désamour des juges en vient à tutoyer des sommets. Vous me pardonnerez ce trait d'ironie, je dirais que les juges ont presque aussi mauvaise réputation que les hommes politiques. C'est pourquoi il importe d'inscrire clairement dans la loi la prohibition des instructions individuelles du ministre de la Justice aux magistrats du parquet. Nous sommes donc gré à notre rapporteur qui a réintroduit, lors de la réunion de la commission des lois hier, l'article prévoyant cette mesure, à laquelle nous apportons tout notre soutien. Cela permet d'entrevoir une fin à cette pratique contestable pour notre démocratie. Rappelons toutefois que si les instructions individuelles écrites sont peu fréquentes, les instructions orales ont été bien plus nombreuses et bien plus discrètes, puisque celles-ci, par leur nature, ne sont pas versées au dossier. Plusieurs médias ont ainsi souligné les interventions de membres du cabinet de différents gardes des Sceaux ou celles de la direction des affaires criminelles et des grâces pour transmettre oralement des consignes au parquet. Cela est permis par l'organisation très hiérarchique du parquet dont le ministre de la Justice est maître des carrières. Tant que l'évolution des carrières restera en partie dans les mains de la chancellerie, il subsistera un doute sur la soumission, consciente ou non, des magistrats du parquet à leur environnement politique proche. Le fait que les substituts puissent être dessaisis à tout moment par leur procureur pose également le problème de leur indépendance. Cela relève toutefois moins des liens entre la chancellerie et le parquet qu'à l'organisation du parquet lui-même. Il faudra toutefois veiller à ce que l'autonomie et la protection des magistrats du parquet rejoignent à terme celle des magistrats du siège. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, initialement proposée par le gouvernement, était une avancée importante dans ce domaine en confiant au Conseil supérieur de la magistrature un rôle substantiel renforcé dans la nomination des magistrats du parquet. Cette réforme du Conseil supérieur de la magistrature aurait dû accompagner ce projet de loi pour que la fin des instructions individuelles par le pouvoir exécutif ait une plus forte incidence sur l'indépendance des juges du parquet. Dès lors, nous ne pouvons que regretter le refus exprimé par l'opposition de soutenir ces deux textes. L'indépendance de la justice aurait mérité un consensus transpartisan. L'opposition pourra ainsi continuer à s'élever dans la presse contre les décisions de justice qui ne lui conviennent pas. Cependant, le risque de telles attaques est de décrédibiliser le système judiciaire et par extension la démocratie qui repose sur l'état de droit. Les vives critiques encore récentes envers les membres du Conseil constitutionnel, jugés pourtant impartiaux par certains membres de l'ancienne garde présidentielle, qui en avait pourtant nommé un certain nombre de membres, ne renforcent pas l'autorité judiciaire. En ce qui concerne ce projet de loi, j'ai cru comprendre que certains d'entre nous craignaient une république des magistrats, des roitelets de la République, ai-je même entendu, où ceux-ci seraient parfaitement indépendants et pourraient se servir de la justice et l'instrumentaliser à des fins personnelles ou politiques. Nous en sommes très loin en France, où la dépendance des juges du parquet au pouvoir politique a maintes fois été critiquée par la Cour européenne des droits de l'homme. Nous ne sommes pas dans un pays où les juges sont élus. Le projet que prévoit le gouvernement ne va absolument pas dans ce sens. Ces critiques sur la possibilité d'un gouvernement des juges masque en fait une opposition à un renforcement de la démocratie au sein de nos institutions judiciaires,
alors qu'un ancien président de la République semble vouloir revenir aux affaires alors qu'il est lui-même cerné par les affaires. En tout état de cause, il convient dès aujourd'hui de mettre fin dans la loi aux types de pressions qui peuvent déjà l'être. Les instructions individuelles sont autorisées par le dernier alinéa de l'article 30 du Code de procédure pénale résultant de la loi du 9 mars 2004. Mettons-y un terme, en veillant donc à ce que le terme instruction individuelle interdise le spectre le plus large possible de ces pratiques. Il ne faudrait pas qu'avec la suppression des instructions écrites versées au dossier, nous oublions les instructions orales qui pourraient être moins visibles, car non versées au dossier n'en existe pas moins. Sur ce point, lors de la première lecture, nous avons été rassurés par la garde des Sceaux, qui nous a affirmé que depuis sa prise de fonction, aucune instruction de quel type que ce soit n'avait été donnée. Elle renoue ainsi avec une pratique de la gauche, sous le gouvernement de Lionel Jospin. Aucune instruction n'avait été relevée entre 1997 et 2002. C'est à mettre en comparaison avec la centaine d'instructions écrites entre 2002 et 2012. C'est bien là l'exemple de deux visions totalement différentes du rôle de la justice et de son assujettissement. On ne peut dès lors que se féliciter que ce projet de loi contribue à la réalisation de l'engagement numéro 53 du futur président de la République, qui stipulait qu'il garantirait l'indépendance de la justice et de tous les magistrats, en même temps qu'il interdirait les interventions du gouvernement dans les dossiers individuels. En première lecture, nous avions affiché notre satisfaction sur la volonté d'une plus forte publicité des instructions générales de politique pénale adressées par le garde des Sceaux, comme l'avait introduit le rapporteur. Encore une fois, je ne peux que regretter l'opposition à ce principe de transparence de la part du Sénat, qui n'a pas jugé utile de reprendre les modalités d'information introduites par notre commission. Je vous avoue toutefois notre scepticisme quant à la nouvelle formulation proposée par notre rapporteur et visant à instaurer un principe d'exception à cette nécessité de transparence si la publicité est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l'État, au déroulement des procédures engagées devant la juridiction ou des investigations préliminaires de telles procédures. Par définition, la mise en œuvre d'exceptions au principe de transparence ne peut qu'en affaiblir la portée. Sera toujours sujet à interprétation, voire à instrumentalisation de tout type. C'est une difficulté. Nous sommes par contre satisfaits de la réintroduction par notre rapporteur de l'information, au moins une fois par an, de l'Assemblée des magistrats du siège et du parquet sur les conditions de mise en œuvre dans le ressort de la politique pénale et des instructions générales adressées par le garde des Sceaux. Nous sommes par ailleurs attachés au caractère obligatoire de cette information telle que réintroduite par notre commission. Cela procède de la logique de transparence à laquelle nous tenons beaucoup. Au final, cette réforme, bien qu'amputée de celle sur le Conseil supérieur de la magistrature, est emblématique des principes directeurs qui guident la nouvelle politique pénale qu'a décidé d'impulser notre garde des Sceaux. Nous la soutenons totalement dans cette voie. Cette réforme s'inscrit également dans la lignée de la conduite du gouvernement qui, depuis le début, s'est efforcé d'être responsable et garant de l'indépendance de la justice. La création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac en est l'exemple. En instaurant des rapports plus sains et transparents entre la chancellerie et le parquet, la gauche désire mettre ainsi fin aux soupçons d'une justice aux ordres dont les citoyens en ont plus qu'assez d'apprendre les ressorts dans la presse. Consacrer l'indépendance de la justice était un engagement du président de la République. Nous sommes fiers de pouvoir y contribuer aujourd'hui. C'est donc avec la même conviction qu'en première lecture que nous voterons une nouvelle fois pour ce projet de loi.